Listen! Bonjour. Dans cet épisode, nous allons finir de voir quelques méthodes nous permettant d'assurer la qualité de nos tests psychométriques. Dans le premier épisode, nous avions parlé de la validité et de la fiabilité des tests, et nous avons dit que la validité était le fait qu'un test mesure bien ce qu'il prétend mesurer, et que la fiabilité consistait en la consistance des mesures, c'est-à-dire que quand le test mesure 2 fois la même chose, il donne le même résultat. Mais comment peut-on assurer ces qualités de validité et de fiabilité ? Commençons par la fiabilité. Tout d'abord, il faut prendre en compte que tout instrument de mesure comporte une part d'imprécision. Si vous essayez de mesurer des très grandes distances avec un double décimètre, la mesure que vous obtiendrez à la fin ne correspondra pas exactement à la distance que vous avez mesurée. Le résultat que nous propose notre instrument de mesure correspond donc à la vraie valeur que nous avons mesurée, plus ou moins notre erreur de mesure. Augmenter la fiabilité de notre test va donc consister à minimiser cette erreur de mesure pour que le résultat que nous affiche notre test soit le plus proche possible de la véritable valeur de ce que l'on mesure. Un premier moyen d'assurer cette fiabilité est ce qu'on appelle le test-retest. Cette méthode consiste à faire passer plusieurs fois le test au même sujet pour s'assurer qu'ils obtiennent bien le même score. Car en partant du principe que notre test mesure la personnalité et que celle-ci est constante au cours du temps, il faut que notre test nous donne des résultats très similaires quand une personne le passe plusieurs fois. On parle ici de fiabilité par constance. Une autre façon d'assurer la fiabilité est ce qu'on appelle la fiabilité par version parallèle ou équivalence. Un même test peut exister en plusieurs versions. C'est-à-dire que certaines questions contenues dans le test seront différentes, mais ils ont la même structure et donnent des résultats similaires chez les personnes qui le passent. On va donc les faire passer au même sujet quasiment en même temps, et si les résultats sont proches, cela sera un indicateur de la fiabilité de nos tests. Ensuite, il y a l'homogénéité du test qui concerne la fiabilité par consistance inter-item. Comme nous l'avions vu dans le précédent épisode, les tests psychométriques de la personnalité sont composés d'un ensemble d'affirmations qui se regroupent en catégories. Ces catégories d'items sont censées mesurer un même facteur de la personnalité. Ainsi, il faut s'attendre à trouver un lien fort entre les scores obtenus à ces différents items. Car comme ils sont censés mesurer la même chose, ils sont aussi censés varier en même temps. Pour ce faire, on va utiliser des indicateurs statistiques qui vont nous donner un score, ce score nous indiquant à quel point la consistance entre ces items est forte. La mesure la plus classique s'appelle l'alpha de Cronbach. Nous n'expliquerons pas la formule ici, mais vous pouvez très facilement rechercher des informations sur YouTube ou sur le reste de l'Internet. Ici, tout ce qu'il y a besoin de comprendre, c'est que plus ce score est élevé, moins la part d'erreur dans la mesure de notre test est importante. Connaître ce score nous permettra donc d'estimer une fourchette dans laquelle se trouve le score qu'aurait obtenu notre sujet
si notre test n'avait comporté aucune erreur. Plus l'alpha de Cronbach est petit, plus cette fourchette est large. Constance, version parallèle et consistance inter-item sont donc des indicateurs de la fiabilité de notre test. Maintenant, la validité, qui est donc la capacité du test à bien mesurer ce qu'il prétend mesurer, et pas autre chose. Un thermomètre ne doit pas réagir à la vitesse, mais à la température. Il y a différents types de validité qui correspondent à différents moyens de s'assurer que cette qualité est bien présente dans notre test. D'abord, tout simplement, la validité apparente. Il faut a priori que notre test donne bien l'impression qu'il va mesurer ce qu'il prétend mesurer. Si je prétendais mesurer votre extraversion en vous interrogeant sur la fréquence à laquelle vous jouez à des jeux vidéo, sur le fait que vous achetiez beaucoup de jus d'orange ou à quel point vous appréciez les chats, vous vous moqueriez bien de mon test et vous auriez bien raison. Alors que si je vous interrogeais sur votre tendance à aller vers les autres, à prendre spontanément la parole, à aimer être le centre de l'attention, cela vous paraîtra a priori un peu plus cohérent. C'est donc par cet examen de surface que l'on va évaluer notre validité apparente. Nous allons simplement demander à des non-spécialistes de dire s'ils ont l'impression que le test mesure bien ce qu'il prétend mesurer. Ensuite, la validité de contenu. Cette fois, on va demander à plusieurs experts d'analyser le contenu du test. Vous savez, les items, ces petites phrases sur lesquelles il faut se prononcer. Ces experts vont par exemple donner un score qui évalue à quel point chaque item est représentatif de ce qu'il est censé mesurer. On va ensuite analyser le classement de ces différents juges, ce qui va nous donner un score de concordance, c'est-à-dire à quel point les experts sont d'accord les uns avec les autres. On attendra de notre test que les experts soient d'accord entre eux sur le fait que les items sont représentatifs de ce qu'ils sont censés mesurer. Il y a aussi la validité empirique, ou validité de critères. Il va s'agir ici d'évaluer à quel point les scores obtenus au test sont cohérents avec les autres mesures que l'on ferait sur le sujet sur lesquelles le test est censé nous donner des informations. Encore une fois, si on reprend l'extraversion, on peut s'attendre à ce qu'une personne qui a eu des scores élevés en extraversion, si on observe son comportement dans un environnement social, aura les comportements qu'on attend d'une personne avec une forte extraversion. Plus de comportements d'approche, plus de prise de parole, plus de regards lancés vers les personnes avec qui elle discute. Enfin, il y a la validité théorique ou validité conceptuelle. La recherche scientifique consiste en un affinement sur du très long terme des modèles que nous faisons de la réalité. Et les tests psychométriques ne font pas exception. Le croisement de nombreux travaux, de nombreux échanges entre spécialistes, la publication de papiers qui peuvent mettre des années à sortir, vont permettre petit à petit de mieux définir et mieux comprendre ce que sont les différents facteurs que mesure notre test. En croisant les résultats des différents travaux, on va donc pouvoir faire ressortir deux types de validité de plus. La validité convergente, qui correspond au fait d'obtenir des scores similaires entre quelque chose que notre test prétend mesurer et un autre test
bien reconnue, qui mesure la même chose, et la validité divergente, qui consiste au contraire à montrer que les scores obtenus à notre test ne sont pas reliés aux scores obtenus à un test qui mesure quelque chose de complètement différent. Rappelons-le, notre thermomètre ne doit pas mesurer la vitesse. Ainsi, validité apparente, de contenu, empirique et théorique sont différentes facettes de la validité de notre test. Dans le cas de la personnalité, il y a une question théorique fondamentale. Combien y a-t-il de facteurs de la personnalité ? Si le Big Five, qui est une théorie qui nous dit « il y en a 5 », c'est imposé comme un modèle dominant. Il n'y a pourtant pas de consensus dans la communauté des spécialistes. Il y a par exemple un modèle en 6 facteurs qui se développe. Et si cela peut paraître peu important de dire il y en a 5, il y en a 6, on parle bien ici d'essayer de comprendre quelle est la structure de notre être, quelle est la structure de notre personnalité. Une structure qui s'applique à tous. Et cela a donc de grandes conséquences dans la compréhension de l'individu humain. D'autant plus quand on sait que les tests psychométriques vont être utilisés dans le monde de l'entreprise par exemple, afin d'évaluer les métiers qui correspondraient le mieux à telle ou telle personne, en fonction de ses compétences, de sa personnalité, et d'autres facteurs. Le fait pour un recruteur d'essayer de se mettre dans la tête de la personne qui postule, et de définir si cette personne est faite ou pas faite pour le travail, se fera de toute façon avec ou sans test. Ce qui peut donc sembler au premier abord un problème de surface, une question de spécialiste, a en fait plus d'enjeux au niveau de la société qu'il n'y paraît. Car si la recherche en psychologie parvient à percer de plus en plus de secrets concernant la nature humaine, cela profitera à toutes les situations où il est important de comprendre les personnes avec qui nous cohabitons. Nous avons vu dans cet épisode qu'il y avait de nombreuses méthodes permettant d'assurer les qualités de validité et de fiabilité de nos tests psychométriques. Et dans le prochain épisode, nous allons enfin voir l'histoire des théories de la personnalité. Si vous aimez apprendre la psychologie et que nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à poser un pouce bleu et un commentaire, ça nous aide énormément dans notre référencement. Et bien sûr, un petit partage sur vos réseaux sociaux, cela peut nous apporter beaucoup de visibilité. En tout cas, nous, on vous le dit à très vite et bonne chance à tous.